suite. Merci beaucoup à tous d'être venus à cette présentation du baromètre Beyond the Score. Donc, on vous fait un bilan du dernier trimestre et en même temps de l'ensemble de l'année 2021. Et puis, on aura la chance d'accueillir du coup Valérie Perruchot-Garcia, qui est directrice communication affaires publiques chez Johnson, qui nous parlera un peu de son expérience et notamment sur un des sujets majeurs qui est ressorti dans ce baromètre en termes de contenu sur tout ce qui est autour de l'inclusion, la diversité. Donc Laurent, je te laisse la parole pour commencer. Merci Rémi, merci à Valérie d'avoir accepté de se prêter au jeu du commentaire pour cette seconde présentation de Beyond the Score. On avait fait une au moment du lancement en début d'année 2021 avec Charles Varambourg de chez Amgen. Et donc là, ça sera la parole à Janssen pour nous donner son éclairage sur la présence des laboratoires pharmaceutiques, leur présence à eux sur Twitter et leur vision de la thématique de l'inclusion et de la place des femmes sur Twitter, entre guillemets. Donc, comme l'a dit Rémi, on va commencer par des chiffres, comme d'habitude. Alors, premier chiffre, c'était l'affichage, le périmètre d'analyse. 22 comptes qui étaient suivis dès le 1er janvier, en fait, depuis plus longtemps. Et puis, à partir d'avril, on avait ajouté UCB, puisque le compte était devenu beaucoup plus actif, entre guillemets, il était un petit peu en sommeil. Et comme il a été réveillé, on l'a intégré dans le périmètre. Donc, le périmètre est inchangé à l'heure actuelle. Et on va rentrer directement dans les chiffres qui vont vous intéresser un petit peu plus. Donc, le classement des abonnés. Un classement qui a Coucou Jeanne, ça va? Inchangé. Si on entend bien. Allô? Un classement qui est resté inchangé durant le 4e trimestre par rapport au trimestre 3 de 2021. Allô Jeanne, tu m'entends? Il n'a pas changé non plus tout au long de l'année. Ouais, oui, je t'appelais pour Biogène, tu sais, la demande de... Alors, j'ai vu Lucille. Attention à vos micros. Oui. Appelle-la, elle va t'aider. On est très content de suivre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On travaille sur la partie académie, là. Je ne sais pas qui Exactement. parle. Il voit avec Lucille comment elle fait. Elle va t'aider. Roxane, on t'entend. Est-ce que tu peux mettre ton micro en mute? Merci. Merci beaucoup, Valérie. Donc, pour rester sur le nombre d'abonnés, je disais qu'il n'y avait pas. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire un call avec. Alors, je ne sais pas si c'est les 3 membres. Est-ce qu'il y en a un qui est plus coordinateur que les autres? Mathilde, est-ce que tu peux couper le micro de Pierre Chopin, s'il te plaît? Merci. Oui. Donc, Sanofi reste en tête du podium, suivi de la filiale Genzyme, Sanofi Genzyme. Donc, on voit par contre que la suite du top 5 se regroupe. Et on pourrait l'élargir au top 6 parce qu'on a un 6e acteur qui suit de très très près. Donc, ça, c'est pour le nombre d'abonnés. Ce qui est peut-être plus intéressant que le chiffre pur du nombre d'abonnés, c'est la progression globale. Donc, on a la progression sur le 4e trimestre avec Merck qui a très nettement progressé à cette occasion, plus de 1300 nouveaux abonnés. Et tout au long de l'année, on voit bien qu'il y a des comptes qui continuent de progresser fortement. Donc, GSK, c'est un cas assez particulier finalement, puisqu'avec plus de 2100 nouveaux abonnés, c'est la naissance de leur compte. Je vous rappelle qu'ils sont arrivés en fin d'année 2020. Donc, c'est l'année 2021 qui a vraiment permis à GSK de se développer. Et on voit leur progression qui a été très régulière tout au long des trimestres et tout au long de chaque mois. Quand on s'intéresse un petit peu à la qualité de ces abonnés, on voit que sur le top follower, vous pouvez retrouver dans le rapport complet aussi les fake followers. Mais tu as eu une présentation sur dans un atelier manager de tout ça? Top followers, la moyenne de l'ensemble des comptes, elle est un petit peu en dessous de 22% sur le 4e trimestre. Elle a légèrement baissé par rapport au 3e trimestre. Sur l'ensemble, et on n'a pas la presse de l'année, que j'ai faite à l'atelier manager. Elle est 23%. Et on a une médiane de top followers qui peut nous la partager de 21%. On voit qu'on a quand même des comptes qui sont à ce niveau-là. Alors, des tout petits comptes comme Chiesi, et on peut se douter que sur un tout petit compte, quand je dis un petit compte, c'est par rapport au nombre d'abonnés, ça va être plus facile d'avoir un grand nombre de top followers. Donc des followers qui sont bien classés en termes de poids sur Twitter, que ce soit par rapport à leur nombre d'abonnés, leur ratio avec leur nombre d'abonnements, le nombre de tweets qu'ils publient.
Mais on a aussi des comptes déjà plus importants qui vont permettre à ce niveau de progresser le top follower de l'ensemble de la twittosphère pharmaceutique. Merci Laurent. Donc là, partie contenu avec Rémi. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder plus sur la partie contenu et les tendances observées sur les thématiques qui sont abordées au cours du dernier trimestre et tout au long de l'année 2021. Donc là, le premier élément déjà à avoir en tête, c'est cette partie d'activité finalement de la twittosphère pharma. Ce que l'on s'aperçoit finalement, c'est que le volume de tweets quotidiens n'est pas finalement très élevé, puisqu'en moyenne, on est autour de 1,09 tweets ou retweets par jour par compte. On a certains laboratoires qui ont une activité plus importante. On a Biogarant qui est en tête avec plus de 3 tweets par jour. Et on voit qu'il y a quand même une majorité des comptes observés qui tweetent moins d'une fois par jour. Donc, je vous rappelle que si on veut être assez visible et avoir de l'engagement sur Twitter aujourd'hui, on estime qu'il faut publier au minimum environ 3 tweets par jour. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une progression qui a été faite au sein de l'industrie pharma, mais il y a encore des progrès à faire sur cette notion de volumétrie quotidienne de publication. Si on regarde le niveau d'interaction des tweets, donc le niveau d'interaction, c'est le nombre de réponses qu'il peut y avoir par rapport aux différents messages, on retrouve du coup sur ce 4e trimestre GSK en tête, suivi donc de BMS et MSD, avec une forte progression notamment de BMS sur ce dernier trimestre, qui s'explique notamment par un certain nombre de publications autour d'événements comme Explore for Cancer. Si on regarde plus dans le détail, finalement, quels sont les différents tweets qui ont le plus marché en termes d'interaction sur ce dernier trimestre, on s'aperçoit que finalement, vous avez différentes thématiques qui ressortent. Typiquement, GSK, le post qui a le plus fonctionné était celui d'un retour sur Santexpo, un événement autour de l'innovation de l'hôpital qui a été au cours du 4e trimestre. Vous avez Frédéric Sass et toute l'équipe de BMS qui a beaucoup communiqué autour de Explore for Cancer, donc un événement de BMS autour du cancer avec un grand volume de tweets et du coup beaucoup d'engagement et d'interaction derrière, ou d'autres thématiques diverses autour de journées de sensibilisation ou de grandes campagnes mensuelles comme Octobre Rose. Si on regarde ensuite sur l'ensemble de l'année, on s'aperçoit que finalement, il y a quelques champions qui se dégagent, et notamment Johnson, sur ce volume d'interaction. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une très grande régularité dans le volume d'interaction chez le laboratoire Johnson. Et sur l'ensemble des meilleurs tweets que l'on a analysés, on voit que 12% viennent de Johnson. Donc, ça veut dire que finalement, la ligne éditoriale, le contenu proposé est vraiment en adéquation avec la communauté qu'ils ont créée. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir la plus grande communauté en taille. Ce qui est important, c'est d'avoir du contenu qui soit pertinent par rapport à la cible. Et donc, c'est ce qui permet derrière d'avoir un taux d'interaction qui est important et qui place du coup Johnson en tête de ce classement, suivi de GSK, Teva, Boehringer, MSD, et puis juste derrière Merck et AbbVie. Si on s'intéresse justement à ces meilleures publications qu'on a sur l'ensemble de l'année, donc la meilleure publication en termes d'interaction, notamment côté Johnson, c'est la nomination de leur nouvelle présidente, qui est Delphine Aguilera-Caron. Typiquement sur GSK, c'est la mise en avant d'un partenariat autour de la télésurveillance, du télésuivi, qui a généré le plus d'interactions, ou sur d'autres thématiques, que ce soit des thématiques autour de pathologie ou d'événements. Si on regarde ensuite sur les hashtags les plus utilisés par la pharma sur l'ensemble de l'année, vous voyez la différence par trimestre. On s'aperçoit qu'il y a certains hashtags qu'on retrouve finalement tout au long de l'année et d'autres qui ressortent par rapport à des événements, à des journées mondiales, à des semaines de sensibilisation ou des mois de campagne. Typiquement, sur le dernier trimestre, il y a eu un très grand volume de publications, notamment autour du forum patient de Pfizer, qui fait que ce hashtag est intégré dans ce classement du dernier trimestre.
Alors, un élément aussi qu'il faut avoir en tête sur ces hashtags, on s'aperçoit qu'il y a certains hashtags qui sont quand même très génériques et qui sont utilisés chaque trimestre et qui ne sont pas forcément pertinents parce que vos publications se noient un petit peu. Je pense notamment aux hashtags comme santé ou maladie qui n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée aux publications. Si on s'intéresse maintenant aux grandes tendances qu'on a pu voir en termes de contenu, la première grande tendance qui a émergé, c'est tout ce qui est bien sûr autour de la prévention, de sensibilisation autour de pathologies. Donc bien sûr, on le voit avec des pics autour des journées mondiales, autour de semaines ou de mois de sensibilisation. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble des comptes observés, on a vu qu'il y a une grande variété de formats différents. Ça peut être des web-séries, des infographies, des quiz, la sollicitation d'influenceurs, différents formats qui permettent finalement de mettre en avant des témoignages patients, de professionnels de santé, de sensibiliser et d'informer autour de différentes pathologies. Donc, vous en avez tout au long de l'année. Une des campagnes qui a été le plus relayée par beaucoup de laboratoires, c'est notamment le mois des cancers du sang, qui a généré beaucoup de publications tout au long du mois de sensibilisation. La deuxième tendance forte qu'on a pu voir, c'est autour de l'innovation. C'est vrai que le digital prend une place de plus en plus importante au sein des laboratoires. Et finalement, on l'a retrouvé aussi dans la ligne éditoriale des comptes Twitter, avec beaucoup d'informations sur les différents partenariats qui ont pu être menés par les laboratoires, des programmes d'incubation, des appels à projets ou des initiatives lancées, que ce soit applications mobiles, sites web, chatbot, etc. Donc, quelques exemples qu'on vous a mis de publications sur cette thématique innovation. C'est vraiment un sujet qui prend une place aussi de plus en plus importante dans la ligne éditoriale des comptes des laboratoires. La troisième tendance forte et qui est importante, c'est tout ce qui est autour de l'engagement sociétal. Donc, on verra tout à l'heure plus en détail la partie inclusion-diversité, mais il y a notamment beaucoup de choses sur l'engagement RSE et notamment tout ce qui est autour de l'emploi, de l'environnement. Et donc, sur l'environnement, on a vu tout au long de l'année des communications régulières sur l'impact environnemental, que ce soit sur l'empreinte carbone, la réduction des déchets, la pollution numérique, etc. Donc, avec quelques exemples qu'on vous a mis de différents laboratoires, qui montrent que finalement, c'est un sujet qui est important aujourd'hui pour les entreprises et une importance de le faire savoir et de communiquer sur ces thématiques-là. Autre tendance importante que l'on a vue, c'est autour de la marque employeur, qui reste quand même un sujet important pour déjà mettre en avant les valeurs de l'entreprise et puis une volonté aussi de valoriser à la fois les métiers de l'industrie pharmaceutique et valoriser finalement les collaborateurs, les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Et donc, on a vu beaucoup de laboratoires communiquer avec des campagnes de recrutement, avec des web-séries qui présentent des métiers, des interviews collaborateurs, l'accueil de différents métiers. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir cette marque employeur qui se développe de plus en plus aussi dans les stratégies éditoriales. Enfin, en termes de dernière tendance, on s'est aperçu que finalement, il y avait de plus en plus aussi de laboratoires qui mettaient en avant leurs collaborateurs dans des actions de prévention, dans des actions qui étaient menées tout au long de l'année, que ce soit lors de campagnes, que ce soit lors de mois de sensibilisation, de journées mondiales, que ce soit autour d'événements, de challenges, que ce soit sportifs ou autres, où il y a également aussi des partenariats avec des acteurs comme Tulip, etc., qui sont beaucoup mis en avant avec les collaborateurs qui n'hésitent pas du coup à être acteurs eux-mêmes des campagnes et être mis en avant sur ces comptes Twitter. Je vous propose maintenant de redonner la parole à Laurent qui va vous parler de la troisième grande thématique qui est la partie engagement. Alors, juste avant de venir sur l'engagement, je voudrais ajouter un petit point sur les hashtags. Rémi vous a présenté les grands hashtags par trimestre. On les a regardés aussi tout au long de l'année. Vous les aurez dans le rapport complet, donc les hashtags les plus présents. Et il y a un point intéressant à noter, c'est qu'en 2020, le hashtag le plus utilisé, c'était Covid-19, hashtag Covid-19, avec plus de 1300 citations sur l'ensemble de l'année. Et cette année, enfin l'année passée, en 2021, il a reculé à la 4e place et ça a nettement descendu en termes de volume. Donc, c'est peut-être un bon signe. C'est pour ça que je tenais à vous en parler.
Si on vient sur la thématique de l'engagement, donc comment elle se traduit, d'abord, l'engagement, c'est est-ce que j'aime ou pas le tweet, donc c'est le nombre de likes par tweet. En moyenne, ça a été assez stable au cours du 4e trimestre. Sur 2021, on est à une moyenne générale sur l'ensemble de la twittosphère de 8,3 likes par tweet. Et on voit qu'on a des comptes qui surperforment, donc au-dessus de cette moyenne. Là, on a AbbVie qui arrive sur le bas du top 5 avec 11,6 likes en moyenne. On a BMS, on a MSD France, on a Lilly. Et on arrive tout en haut avec Pierre Fabre, qui arrive à une moyenne de 27,4 likes par tweet, ce qui est assez prodigieux en fait, parce qu'ils ont déjà une communauté importante. On n'est pas sur une petite communauté. Donc déjà, les acteurs que vous voyez dans le top 5 ont déjà des communautés importantes. Donc on voit qu'il y a un réel engagement qu'ils arrivent à susciter en termes de likes. Et cet engagement, on va le retrouver aussi en termes de retweets par tweet, où en moyenne, bien sûr, on est plus bas qu'en nombre de likes, puisque le retweet est plus engageant, on partage l'information. Donc en moyenne, sur l'année, on a un score qui est assez haut. Ça a un petit peu augmenté au cours du dernier trimestre par rapport au trimestre 3. Et on voit que le top, la place la plus haute de ce classement, elle est occupée par Novartis France. Mais il y a un piège en fait dans cette place. C'est que dans l'ensemble des tweets de Novartis, ils ont un tweet au mois de juin qui a été retweeté 214 fois. Donc le piège, c'est que à lui seul, ce tweet augmente énormément la valeur, entre guillemets, du score de Novartis. Pour en tenir compte, et ce qu'on évoquait aussi avec Valérie Perruchot-Garcia, c'est que finalement, à travers ces indicateurs, leurs limites, on ne connaît pas, nous, que ce soit Rémi ou moi, on ne connaît pas la stratégie de chacun et leur parti pris sur Twitter. Il ne faut pas toujours prendre les chiffres dans l'absolu, il faut essayer de les interpréter, ce n'est pas toujours évident. Mais sinon, on voit qu'on a encore à peu près les mêmes comptes qui arrivent bien placés par rapport au nombre de retweets que les mêmes qu'on avait par rapport au nombre de likes, donc toujours AbbVie, BMS, MSD France et Lilly. Si on arrive sur le taux d'interaction moyen mensuel, donc Rémi, vous en avez parlé un petit peu à travers les meilleurs tweets, entre guillemets, la sélection des tweets qui surperforment. Mais si on regarde dans l'absolu, donc il ne faut pas confondre le taux d'interaction moyen mensuel avec le taux d'engagement qui vous est donné sur Twitter, ce n'est pas les mêmes outils. Et ça permet en fait de classer les comptes, c'est ça qui est plutôt intéressant. Et on voit que sur l'ensemble de l'année, JSK a un très beau taux d'interaction. Alors vous me direz oui, mais ils avaient une communauté qui était en cours de création qui s'est développée. Tout à fait, c'est vrai, mais ils finissent l'année avec quand même plus de 2000 abonnés et arriver à conserver ce taux d'interaction tout au long de l'année en se développant, c'est déjà une belle performance. Et puis on voit aussi des comptes qui fonctionnent très très bien. Donc UCB, Pierre Fabre, MSD France et Janssen, mais je pense qu'on pourra en reparler avec Valérie Perruchot-Garcia justement sur comment ils font pour arriver à ce taux d'interaction qui est aussi très stable en fait. Et cette stabilité, on va la retrouver à travers un autre indicateur, donc c'est notre indicateur préféré, en tout cas c'est mon indicateur préféré parce que c'est un score composite, le social score. Donc ça prend en compte la moyenne des retweets, la moitié des likes, le nombre de tweets qui sont publiés par semaine, comme Rémi l'a rappelé, c'est important, la volumétrie, et puis le ratio abonnement-abonné. Et surtout, ce score-là, il est comparé à des scores de taille comparable. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est si j'ai un compte qui a 5000 abonnés, le score il est donné par rapport à la moyenne des comptes qui sont autour des 5000 abonnés. Et on voit que lors du 4e trimestre, on a 5 comptes à égalité avec une note de 82. Et sur l'année 2021, on a 5 comptes qui sont à 82 ou à 81 de moyenne. Donc les 3 premiers, Pierre Fabre, OCB et Merck, et suivi de très très près par Boehringer et Teva Santé avec 81. Donc on voit que l'écart, on a des comptes qui se tiennent très très bien et qu'on en a de plus en plus. Et je pense que c'est une chance finalement pour l'ensemble de la twittosphère pharmaceutique. Et derrière, on a toute une série de comptes qui vont être entre 79 et 76 et on les voit progresser mois par mois. Je suis ces scores-là tous les mois. Et puis, on en a quelques-uns qui sont un petit peu plus bas. Heureusement, il y en a peu. On va avoir des scores qui vont être entre les 40 et les 60. On va rentrer donc dans le vif du sujet qu'on voulait partager avec vous et donc avec Valérie Perruchot-Garcia.
quelle place finalement la twittosphère pharmaceutique accorde à l'inclusion, à la diversité, à l'égalité sur Twitter, en tout cas au discours sur Twitter qui est porté. Et peut-être un mot, Rémi, pourquoi on a choisi cette thématique d'abord? Comme vous l'avez vu dans les tendances, tout ce qui est autour finalement de l'engagement sociétal prend une place très importante aujourd'hui dans les lignes éditoriales des laboratoires. Et en fait, en regardant un petit peu les laboratoires qui communiquaient le plus sur ces sujets, c'est vrai que Johnson est très présent sur cette thématique de l'inclusion. Et on verra notamment sur certaines thématiques comme la place des femmes. Et en tout cas, ça nous semblait vraiment pertinent d'inviter Valérie à venir nous partager son retour d'expérience. Et donc, avant de donner la parole à Valérie, on va vous proposer juste de revoir quelques chiffres précis sur ces sujets de l'inclusion avant de pouvoir du coup échanger avec Valérie. Alors, pour parler des chiffres, parce que vous l'avez compris, on aime bien les chiffres, tout simplement sur ce sujet-là, comment on a fait? On a été prendre les 7856 tweets produits par l'industrie pharmaceutique tout au long de l'année. Et puis, on a été chercher dedans s'ils utilisaient les termes inclusion, diversité, mais aussi les termes place des femmes, place des jeunes, emploi des jeunes, et tous les termes connexes. On a été chercher les termes liés au handicap, les termes liés à la lutte contre l'homophobie ou à la, je dirais plutôt, reconnaissance de la diversité d'orientation qu'on peut avoir. C'était dans les deux cas. Des fois, on avait des critères qui pouvaient être négatifs, entre guillemets, mais c'est lutter contre, et puis des critères positifs. Et on a scruté un par un et on a classifié un par un chacun des tweets. Donc, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? Cette grande famille de l'inclusion, diversité, égalité, avec tous les points qu'on peut voir dedans, ça représente plus de 4% des tweets produits par l'ensemble des 23 comptes suivis. C'est déjà un volume important, parce que c'est des comptes qui sont essentiellement tournés vers la prévention et la santé habituellement. Et plus de 4%, c'est déjà une place assez importante. Et je pense que ça va continuer de progresser tout au long de l'année 2022. On voit que les mots les plus utilisés, les thématiques plutôt les plus mises en avant, c'est l'inclusion et la diversité. En termes de hashtag, les deux sont souvent utilisés conjointement. Et très proche, on va avoir un autre thème où je ne m'attendais pas à le voir monter aussi haut finalement. C'était l'emploi et la place des jeunes dans le monde du travail, dans la société au sens global aussi, parce que dedans, on avait l'éducation. Et ce n'est pas que les jeunes professionnels de santé. Il y a quelques tweets sur cette thématique-là. C'est tout simplement les jeunes au sens large du terme, à travers des politiques liées à l'alternance, liées à l'accueil de stagiaires, des politiques liées à l'inclusion des jeunes sur le monde du travail et comment faciliter leur accès au monde du travail. Et on voit que la place des femmes arrive aussi très fortement sur le terme. On a plus de 70 tweets qui en parlent. Et on peut y ajouter finalement dans ces 70 tweets aussi les 57 qui nous parlent de l'égalité femmes-hommes, ceux qui parlent de parité et mixité, parce qu'on voit que chacun se positionne aussi un petit peu différemment. Il y a des tweets qui sont clairement identifiés place des femmes et d'autres qui sont vraiment sur l'idée de parité ou l'idée de mixité entre les sexes, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis on a encore la thématique de l'égalité femmes-hommes, qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça nous a permis de faire des sous-classifications à travers ces familles. Pour parler de place des femmes, justement, il faut regarder avant d'abord aussi qui parle au sens global de ces discours diversité et inclusion. Alors, on peut se dire que logiquement, on va retrouver les plus gros producteurs en volume en tweets, pas forcément, hein, puisque le Garant, finalement, qui produit énormément de tweets, qui est très présent, qui a un bon rythme, a peu abordé ces thématiques-là, ou en tout cas, elles étaient peu identifiables en lisant leurs tweets. On l'a fait que sur le texte. On n'a pas été prendre en compte les vidéos ou les images. Ça serait un autre aspect intéressant pour voir la partie inclusion et diversité. Mais on voit Sanofi France qui s'est vraiment emparé de ces sujets-là, suivi très près de Johnson, comme l'a indiqué Rémi tout à l'heure, et ce qui, entre autres, nous a permis d'inviter Valérie pour évoquer le sujet plus largement. Puis AstraZeneca, Pfizer, Teva, Merck, Amgen, AbbVie, GSK, et après on arrive à tous les autres comptes, on en parlait un petit peu, mais un peu moins, entre guillemets, mais en fait ce qui est important, c'est que finalement tout le monde en parle.
Et pour la place des femmes, je repasse la parole à Rami. Et justement, vous voyez que sur ces sujets, il y a quand même énormément de tweets qui sont liés à ce sujet de la place des femmes, et Johnson apparaît largement en tête sur cette thématique-là. Vous voyez que 30% des tweets qui parlent de ce sujet viennent du laboratoire Johnson, et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant du coup de voir cette thématique plus en détail. Il y a quelques exemples qu'on peut voir de tweets qui mettent en avant finalement, à travers différents formats, soit des femmes qui sont collaboratrices du laboratoire. Notamment, il y a eu beaucoup de choses autour d'une thématique sur une journée internationale des femmes de science, sur la journée aussi dédiée aux femmes, à tout l'engagement qu'il peut y avoir de certains laboratoires et de certaines personnalités dans les laboratoires. Et donc, ce qui nous semblait intéressant, du coup, c'était d'inviter Valérie à venir échanger sur ces thématiques-là. Donc, Valérie, merci d'être venue sur cet événement. On sait que Johnson, on l'a vu, a des taux d'interaction très importants et communique beaucoup sur ces thématiques-là. Donc, Laurent, je vais te laisser peut-être poser la première question. Alors, la première question, Valérie, elle est plutôt introductive. Elle n'est pas spécialement sur le discours porté sur la place des femmes à travers Twitter, mais tout simplement, quelle place occupe aujourd'hui Twitter dans la stratégie digitale, dans la stratégie de communication de Johnson France? Alors, merci d'abord à tous les deux pour l'invitation et merci pour ces chiffres très intéressants qui nous permettent, je pense à tous, de rester relativement humbles sur la place qu'on occupe respectivement sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier. En tout cas, c'est intéressant d'avoir une analyse aussi fouillée aujourd'hui et sans doute des idées pour évaluer la place qu'on occupe, notamment sur Twitter, avec des indicateurs qu'aujourd'hui, je ne suis pas moi-même. Donc, j'ai pris bonne note de tout un tas de choses. Du coup, je voulais peut-être revenir un peu sur l'historique. On est arrivé, nous, sur Twitter, on s'est lancé en 2015 chez Janssen France, ce qui était relativement tôt par rapport à d'autres laboratoires pharmaceutiques. Et on a fait ce choix un peu bold à l'époque, bold move, en se disant on va un peu essuyer les pattes, on va apprendre parce qu'on n'y connaissait rien et on va essayer de voir comment on peut raconter quelque chose d'un peu différent. Et à l'époque où on a fait ça, c'est l'année de l'arrivée d'Emmanuelle Kiles, on vient de la voir sur la présentation à l'instant. Et quand elle est arrivée à la tête du labo, elle faisait partie quand même des rares femmes à occuper ce poste à l'époque dans l'industrie. Ça a progressé pas mal depuis. Il y a eu beaucoup de femmes nommées managing director ou présidentes depuis 2015 dans le secteur, et c'est tant mieux. Mais du coup, à l'époque où elle est arrivée, ça nous faisait quand même un petit atout différenciant pour être légitime pour aborder le sujet. Et alors qu'on se lançait sur Twitter en n'y connaissant rien, de se dire qu'on pouvait occuper un espace relativement sans risque dans un secteur extrêmement contraint et limité dans ses prises de parole. On sait bien sûr, on ne peut pas parler de nos médicaments, de nos produits. On peut faire du disease awareness, tout le monde en fait. On pouvait parler de l'innovation d'une manière un peu générique. On le faisait aussi. Et on s'est dit, si on veut se créer un territoire d'expression un peu différent, rentrer par la petite porte de la diversité et l'inclusion avec un focus spécifique sur les femmes, la place des femmes, la mixité, l'équilibre femmes-hommes, etc., nous paraissait intéressant. Ce qui a fait que ça a relativement bien marché pour nous, c'est que ça a été très vite incarné et que Emmanuel, à l'époque, il s'est lancé sur Twitter avec sa page dans la foulée, a systématiquement incarné tous les engagements que prenait l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a eu une espèce d'effet d'accélération réciproque. C'est-à-dire qu'au moment où elle se lançait, on continuait à communiquer sur ces sujets-là et du coup, l'un, on va dire, nourrissait l'autre et accélérait l'autre. Donc, ça a été un effet assez intéressant qu'on a beaucoup joué. On s'est beaucoup appuyé là-dessus. Il faut savoir aussi que quand on s'est lancé, pour vous raconter un peu les coulisses, on a eu des conversations avec les équipes, notamment chez nous, des affaires réglementaires, qui nous avaient conseillé dans un premier temps de préparer nos tweets dans un tableur Excel 30 jours à l'avance pour validation.
chose qu'évidemment on n'a pas fait par la suite, et tant mieux, ça ne correspond pas tout à fait au fonctionnement d'un réseau social comme Twitter. Mais ce qu'on a fait en revanche pour rassurer tout le monde et qui nous a permis nous aussi de pouvoir aller assez vite dans la production des contenus, etc. et dans ce rythme quotidien en fait que l'on a sur Twitter aujourd'hui, c'était de lancer la page en invitant les équipes de Twitter France à venir nous expliquer ce qu'était Twitter à l'ensemble des collaborateurs, montrer comment ça marche, quels sont les atouts, quels sont les risques aussi. Et du coup, avec cette espèce de petit halo de confiance, on a pu se lancer comme ça en 2015. Donc, en fait, aujourd'hui, juste pour redonner quelques chiffres, puisque vous avez démarré par pas mal de chiffres, et pour vous situer Janssen, on est à peu près 5200 followers aujourd'hui. Donc, on est loin derrière ceux que vous avez cités en premier. Donc, pour Janssen France, 5200 followers, ça a augmenté de à peu près 17% sur l'année 2021. Donc, une communauté qui continue de croître. On a publié l'an dernier, on a posté l'an dernier 579 tweets. Donc, quand vous parliez de rythme, de régularité, de fréquence, en fait, voilà, on est sur à peu près deux tweets par jour au minimum, hein, parce que 579 tweets, on ne tweete pas énormément au mois d'août, vous imaginez bien. Donc, quoi qu'on organise des choses pour qu'il se passe quand même qu'il y ait un peu de mouvement sur nos pages à ce moment-là, mais il y a des jours où on tweet jusqu'à 6 fois, parfois 10 fois. On a tweeté jusqu'à 10 fois par jour sur certaines journées où il y avait des événements qu'on suivait toute la journée. Bon. Donc, on ne se prive pas de ça. Et on a un taux d'engagement moyen sur l'an dernier. Donc, le taux d'engagement classique, en moyenne, on est à 1,7, ce qui est un bon taux d'engagement pour Twitter, mais on a certains tweets, les tweets qui ont généré le plus d'engagement chez nous, on est monté à, je suis en train de regarder mes chiffres, on est monté pratiquement à 12% d'engagement sur certains tweets. Ça, c'était par exemple des tweets sur Movember, notre engagement donc on parlait autour d'une pathologie comme le cancer de la prostate, et un autre très bon taux d'engagement à 8%, là sur de la diversité et l'inclusion, puisque c'était dans le cadre d'un relais de notre partenariat avec le magazine Elle pour la journée Elle Active, avec 8% d'engagement. Donc on le voit, on a quand même aujourd'hui un mix, on essaye quand même d'avoir un bon équilibre sur l'ensemble de ce qu'on fait, pour maintenir aussi un nombre de posts complètement en lien avec notre actualité business aussi. C'est-à-dire que voilà, quand il y a une journée mondiale, quand il y a une opération de disease awareness, quand il y a une campagne que l'on monte avec des associations de patients, évidemment, on poste dessus. Et puis, toujours le maintien de notre engagement en matière de diversité et d'inclusion, puisque pour le coup, Emmanuel Quiles a pris des fonctions à l'international, mais Delphine, donc notre femme Delphine Aguilera Caron, lui a succédé à la tête du laboratoire. Donc, on continue à pousser ce sujet de l'équilibre homme-femme. On a, en plus, je pense que ça joue aussi dans votre analyse, bénéficié cette année, enfin en 2021, d'une actualité externe à l'industrie pharmaceutique, mais très riche sur le sujet de l'équilibre femmes-hommes et notamment le nombre de places dans les comités de direction, avec la loi Rixin qui a été promulguée l'an dernier. Cette loi impose des quotas dans les comités de direction pour arriver à des résultats aussi bons que dans les conseils d'administration, où la France se distingue avec 40% de femmes dans les boards des grands groupes. Donc, pour nous, l'occasion de poster des choses pour dire notamment que chez nous, il y avait 60% de femmes au COMEX, ce qui nous plaçait 3 fois mieux que la moyenne française qui stagne à peu près à 20%. Donc voilà, on ne se prive pas non plus de se raccrocher à des éléments forts de l'actualité nationale dès lors qu'on a quelque chose de pertinent à dire et qui légitimise en fait notre choix éditorial. Donc, effectivement, on le fait. Alors, comment on le fait et je voudrais saluer au passage, je ne sais pas qui est là de mon équipe à bord aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y en a quelques-uns, et aussi
nos partenaires chez Watt qui nous aident là-dessus. Je voudrais juste signaler qu'en fait, je n'ai pas de community manager chez Janssen France aujourd'hui, ce qui est une particularité. Ce n'est pas que je n'en veux pas, c'est que pour l'instant, je n'ai pas de poste particulier à ça. Donc, je mets la main à la pâte. La plupart de mon équipe met la main à la pâte. Et du coup, pour faire ça de manière assez concrète, en fait, on fonctionne comme une conférence de rédaction dans un journal avec une réunion non pas quotidienne, mais hebdomadaire où on cale l'ensemble des tweets de la semaine dans un outil partagé, un calendrier éditorial partagé, qui est un outil SharePoint complètement basique, un Excel, hein, avec des codes verts quand c'est bon, jaune quand il y a des corrections et rouge quand on ne passe pas, qui est partagé avec nos partenaires externes et l'équipe en interne. Donc, chacun contribue, en fait. Chacun a la responsabilité des messages qu'il veut pousser et l'accord qu'on a eu avec les affaires réglementaires chez nous, suite à notre histoire de lancement en 2015, où on proposait éventuellement d'envoyer des tweets 30 jours à l'avance, c'est que c'est la com, donc mon équipe, qui est responsable de tout ce qui est posté sur Twitter et sur LinkedIn. Donc, il n'y a pas besoin de validation autre que la mienne. Voilà, donc ça simplifie quand même grandement en termes de réactivité, en termes de réponse, de tous ces aspects conversationnels qu'il faut qu'on ait sur les réseaux sociaux, de la réactivité aussi, de l'opportunisme aussi de temps en temps, quand il y a des choses intéressantes et qu'on a envie de rebondir dessus, on peut le faire, il suffit juste de les voir déjà, de proposer un post ou de répondre à chaud. Ça, je le fais, on va dire, plus naturellement sur ma propre page. Mais on essaye aussi d'avoir la même démarche, de faire un peu comme ça de newsjacking, on appelle ça, sur nos pages Twitter comme aussi sur nos pages LinkedIn. C'est vrai que ces process de validation, on voit qu'il y a une évolution souvent dans les laboratoires en fonction de la maturité en fait sur les réseaux sociaux. Donc il y a différentes étapes. Au début, c'est peut-être un peu plus cadré et finalement avec le temps, on laisse un peu plus de latitude. Oui, c'est cadré au départ parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer sur ces pages, on ne sait pas trop si on va être dans la conversation, s'il va y avoir… La grande peur, je pense, c'était des histoires de pharmacovigilance, d'être alpagué sur un de nos médicaments, un de nos traitements, et de devoir engager une démarche de PV tout de suite. En fait, ça ne s'est pas du tout produit, ni sur Twitter, ni sur LinkedIn, ni à l'époque, on les a aujourd'hui, on avait des pages par air thérapeutique sur Facebook, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Donc, en fait, ça a beaucoup rassuré et ça nous a permis d'avancer comme on avance aujourd'hui. Ça, c'est vrai que c'est important. Que vous dire d'autre pour préciser? Non, moi j'avais une question sur… Alors vous êtes présent aussi sur LinkedIn avec un compte Janssen France. Comment vous gérez justement la ligne éditoriale entre Twitter et LinkedIn? Est-ce que c'est des contenus très différents ou est-ce que vous avez à peu près les mêmes thématiques? Non, ce n'est pas très différent parce que c'est quand même compliqué de piloter deux lignes éditoriales comme ça. On essaye d'avoir une approche. Sur LinkedIn nous permet d'avoir la possibilité de proposer notamment à notre présidente des tribunes Pulse assez régulières, donc avec un peu plus de contenu, un peu plus riche, un peu plus longue, avec un peu plus écrite en fait. Donc on essaye de pousser un certain nombre de sujets comme ça, d'aller aussi sur des sujets plus larges, peut-être. Quand même sur LinkedIn, la petite différence, c'est qu'on va pousser des sujets peut-être autour de tout ce qui est accès, évaluation, enfin des sujets liés à l'actualité de temps en temps du PLFSS. On essaye quand même d'aller sur des sujets plus dans la sphère affaires publiques qui sont plus faciles à traiter sur LinkedIn que dans un tweet dans un post sur Twitter très court. Donc, c'est peut-être un peu la seule différence. Pour le reste, si on lance une campagne pour les Mickey, on va la relayer et sur Twitter et sur LinkedIn. Et si on lance, on est dans la journée internationale des droits des femmes, on fait la campagne sur LinkedIn. On a fait par exemple des campagnes, c'était pas le droit des femmes, on s'est rendu compte qu'il y avait une journée nationale des hommes. On pensait que c'était 364 jours par an, mais en fait non, il y a une journée le 19 novembre pour vous, messieurs. Donc, on a saisi cette occasion le 19 novembre dernier avec 19 hommes de l'entreprise qui s'exprimaient sur les atouts d'un bon équilibre femmes-hommes
Donc 19 citations, 19 photos, 19, donc un carrousel avec pas mal d'images qu'on a relayé effectivement à la fois sur Twitter et sur LinkedIn. Donc on ne se prive pas de faire ce genre de clin d'œil. On avait fait il y a quelques années en arrière pour la journée internationale des droits des femmes, pour le 8 mars. Là aussi, on a fait une saga des hommes pour prendre le contre-pied, parce que c'est très difficile d'exister dans ces journées mondiales où il se passe 50 000 trucs dans la journée, on n'arrive plus à suivre. Donc là, essayons d'avoir aussi, de s'autoriser aussi de temps en temps d'avoir un peu des aspérités, des angles différents et de sortir un peu, quand on peut le faire, des sentiers battus d'un point de vue angle éditorial, parce que sinon on fait du mainstream et sur le mainstream, on ne génère pas de l'engagement autant qu'on pourrait, quoi. Donc il faut continuer à faire ce travail-là un peu qualitatif, d'essayer de voir quels sont les angles. Ce travail, je pense, doit arriver à terme, peut-être, Laurent, par rapport à ce que vous disiez sur le choix des hashtags. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément toujours méga imaginatif et que quand on a des hashtags trop larges, ça n'aide pas beaucoup. Là, on croise à la fois des hashtags, on va dire, qui tombent sous le sens, comme hashtag santé, hashtag innovation. On a aussi des hashtags qui, de temps en temps, nous sont imposés par notre maison mère. Quand on va poster des choses qui relèvent plutôt de la marque employeur ou des fiertés liées à ce qu'on fait dans l'entreprise, on a un hashtag My Company que l'on met systématiquement. Ça, c'est plus aussi pour être visible par les équipes du Global, par la maison mère. Donc, il y a à la fois des hashtags à nous et puis des hashtags sur lesquels on essaye évidemment les hashtags imposés par certaines journées mondiales que l'on reprend, etc. Donc, il y a peut-être encore des choses à améliorer sur ces choix-là. Parfois, à vouloir parfois être trop original, on perd aussi, parce que le hashtag, on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire ni à quoi il se réfère. Donc, trouver un bon équilibre là-dessus est quelque chose, à mon avis, d'intéressant à réfléchir. Du coup, on voit beaucoup de laboratoires aussi qui enclenchent des stratégies qu'on appelle d'employé advocacy, donc d'embarquer finalement les collaborateurs ou les cadres dirigeants. Est-ce que c'est des choses que vous avez aussi initiées? Oui, alors on a beaucoup porté en interne à la com la façon d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, on a fait des tas de conférences dans les différents départements. On a aussi utilisé notre séminaire national pour avoir des ateliers spécifiques sur comment aller sur les réseaux sociaux, les do's and don'ts, qu'est-ce qu'un bon post, qu'est-ce qu'un mauvais post, comment utiliser l'iconographie, la vidéo, etc. Ça, on l'a beaucoup fait. Là, aujourd'hui, moi, j'ai une demande très spécifique qui est arrivée plutôt pour LinkedIn. J'ai à peu près la moitié de mon COMEX aujourd'hui qui veut cranter, qui veut monter en visibilité sur LinkedIn. Donc, on est en train de faire toute une démarche pour analyser d'où ils partent, quel est leur profil aujourd'hui, comment améliorer déjà la façon dont ils se présentent, hein, parce qu'il y a une bonne partie aussi qui est, on peut ne pas avoir d'image de fond, on peut avoir une biographie à moitié remplie, un coup en anglais, un coup en français. Donc, il y a des tas de choses à améliorer, des quick wins à avoir rapidement. Et puis, de définir avec eux, en fonction de leur périmètre naturel de responsabilité, un axe éditorial un peu majeur, et d'aller aussi chercher du plus transversal pour leur définir aussi une couleur particulière qui pourra être leur TNI, qui pourra être des sujets comme le handicap, qui pourra être d'aller sur des sujets comme les jeunes, qui est aussi un sujet qui monte beaucoup dans notre stratégie diversité et inclusion aujourd'hui, pour qu'ils aient chacun, en mode majeur, mineur, une surface particulière, un territoire d'expression en particulier qui les différencie les uns des autres. Donc, on est dans ce travail d'analyse et de définition de ligne éditoriale pour chacun. Après, la question, ce sera comment on fait, parce que je ne vais pas multiplier mon équipe par 6 en récupérant 6 pages. Donc, il va falloir faire un mix de leur donner des idées pour faire eux-mêmes des choses, et puis de temps en temps leur pousser aussi un certain nombre de contenus. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la page LinkedIn de notre présidente, hein, elle est arrivée il y a quelques mois, donc on nourrit cette page-là beaucoup. Elle a aussi la main en direct dessus.
Donc, c'est un mix, en fait, des deux. Et puis, elle n'est pas sur Twitter encore. Donc, je ne désespère pas à terme de la voir arriver sur Twitter et de prendre en main sa propre page, comme le faisait Emmanuel avant. J'ai Laurent, une je ne sais pas si tu as une dernière question. Ouais. Une dernière question avant d'élargir aux participants qui souhaiteraient poser des questions. Une question en lien avec Twitter. Janssen est très bien classé, régulièrement bien classé, tous les mois, etc., en termes d'interaction, d'engagement. Une des difficultés qu'on voit dans les différents comptes qu'on suit, c'est que même ceux qui ont finalement des bons taux d'engagement, d'interaction, est-ce qu'eux, ils interagissent avec les autres comptes ? Entre guillemets, est-ce que vous retweetez, est-ce que vous faites des retweets commentés, est-ce que vous avez des discussions avec des comptes d'associations de patients, de sociétés savantes, du LEM Oui, on suit les comptes de tous nos partenaires proches. Hein, donc, ça peut être effectivement des associations de patients, des patients influenceurs, un certain nombre de médecins aussi, hein, qui sont il y en a beaucoup sur Twitter, pour suivre ce qu'ils font et puis de temps en temps réagir, partager, commenter. Oui, on le fait. Alors, on le fait dans la mesure, encore une fois, on est quand même un peu freiné par le fait de ne pas avoir. Moi, je n'ai pas une personne dédiée full-time qui peut suivre tout ça, donc on va le faire, du mieux qu'on peut, comme ça, quoi. C'est un peu. C'est pas rocket science du tout, hein, ce que je vous dis. Mais oui, on va pas se priver de le faire dès lors qu'on pourra le faire et qu'on aura vu quelque chose passer qui nous paraît intéressant à partager, effectivement. L'interaction, elle est réciproque. Oui, j'espère. Ouais. Est-ce que parmi les personnes en ligne, vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, vous pouvez les poser ou dans le chat ou en Alors moi, j'en ai vu une passer pour savoir comment finalement la pharma pouvait se situer par rapport à d'autres domaines. Alors, si on reste vraiment dans le domaine de la santé, c'est vrai que finalement, par rapport à, je sais pas, des associations de patients, à des institutions publiques, la pharma a aussi plus de moyens aujourd'hui investis sur ce segment-là. Donc, il y a un niveau de régularité de publication qui est peut-être un peu plus élevé que des sociétés savantes, associations de patients. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs de santé qui sont de plus en plus actifs vraiment sur Twitter. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et si on veut comparer avec d'autres domaines d'activité, faudrait aller analyser des comptes spécifiques pour vraiment voir ça. C'est vrai que sur les comptes spécifiques avec Rémi, ça fait plusieurs fois qu'on se pose la question, c'est va-t-on faire le pendant de Beyond the Score pour les comptes des entreprises de technologie médicale ou du DM? Je sais qu'il y a Sidonie, j'ai pu voir Sidonie Abramantes de Bebrown qui était dans les participants ce matin. C'est peut-être un sujet qui pourrait l'intéresser. On ne s'est pas encore penché sur les comptes de Bebrown, de GE Healthcare, de Medtronic et autres, mais ça pourrait être intéressant de voir comment l'autre pendant finalement des entreprises de santé s'emparent de Twitter. Bon, on a de plus en plus de partenariats qui s'ouvrent avec des acteurs comme ça de la e-santé, avec des startups, et là pour le coup, ça nous ouvre encore d'autres champs des possibles, c'est-à-dire que eux vont poster beaucoup. Souvent, c'est des petites structures un peu plus agiles que nous. Ce qu'on fait ensemble, on va évidemment le relayer, le partager. Et du coup, ça nous permet aussi d'accroître encore un peu plus notre empreinte. C'est vrai que si on prend la catégorie des startups du monde de la e-santé au sens large, là, on va avoir une productivité sur les réseaux sociaux, pas que sur Twitter, mais qui est nettement supérieure, parce que ça fait partie de leur modèle finalement de communication. Oui. Il y a une question qui arrive. Alors, comment mesurez-vous l'impact de votre travail sur la partie attraction des talents? Donc, ça va être plus sur la partie finalement marque employeur. Marque employeur. Là, c'est quelque chose de fort dans votre ligne éditoriale? Nous, on le fait beaucoup. Dès qu'il y a un poste ouvert chez Janssen France, en fait, ça ne passe pas forcément par la page de Janssen France, mais ça va être la page du manager de l'équipe qui recrute, qui va systématiquement partager le job ouvert et du coup s'appuyer sur sa propre communauté pour susciter de l'intérêt pour ce poste. Rejoignez-nous si vous voulez rejoindre une équipe dynamique, formidable, on voit ce genre de poste.
Et pour le coup, c'est un domaine de l'advocacy des collaborateurs qui marche un peu tout seul, je dirais. Ça se fait de manière très naturelle. Ils ont envie de recruter des talents, ils vont partager et en général, ça fait une vraie première porte d'entrée de candidature qui sont ensuite regardées par les équipes RH de Talent Acquisition chez nous. Je pense que ça, pour le coup, ça accélère assez considérablement certains recrutements. Sur la partie justement marque employeur en termes de communication, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn ou d'autres réseaux, vous interagissez avec les RH? Dans la conférence de rédaction que vous abordiez en début de semaine, si je ne me trompe pas, de temps en temps, il y a les RH qui participent ou Non. Non, non, c'est que nous, c'est que l'équipe com et notre agence partenaire Watt qui travaillons ensemble là-dessus. On regarde en fait à quoi ressemble la semaine, quels sont les éléments d'actu sur lesquels on va s'accrocher, quels sont les événements maison, Janssen qu'il faut que l'on relaye, quels sont les éléments un peu opportunistes qui nous paraissent intéressants à creuser. Et puis avec tout ça, on se fait une petite sauce et on commence à rédiger. Et dès que c'est prêt, on poste. Hein. C'est vraiment à chaud, à chaud. Évidemment, il y a quelques posts ou événements qu'on connaît à l'avance, sur lesquels on peut préparer à l'avance quelque chose qui va être plus travaillé avec des visuels, avec des quotes, avec parfois de la vidéo. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup poussé, encouragé à aller, hein, faire publier des vidéos, publier même de plus en plus, on nous sollicite, on nous dit vous devriez faire plus de podcasts sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou LinkedIn. Et j'ai échangé avec Rémi et Laurent là-dessus juste avant. En fait, c'est la limite, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et 7 jours dans une semaine et qu'on n'a pas le temps, de rentrer dans des démarches de prod un peu plus lourdes, voilà, parce qu'on n'a pas la bande passante suffisamment large pour ça. On ne s'interdit pas de le faire, mais c'est juste de temps en temps, on n'a juste pas le temps. Voilà. Et c'est vrai que les posts vidéo, en tout cas les posts carousel où il y a plusieurs images qui défilent, ça marche très très bien. Donc voilà, on est quand même un peu tenté de se dire faisons-nous violence de temps en temps pour en faire un ou deux chouettes comme ça pour avoir plus d'impact. Ça vaut vraiment la peine, quoi. Dès qu'on met l'image, ça marche bien. Alors, il y a un sujet important lié à Twitter et aux médias sociaux, c'est celui de l'e-réputation. Et il y a notamment une question de Charlotte sur ce sujet. Est-ce que vous accompagnez vos collaborateurs sur cette thématique de l'e-réputation? Alors, vous avez parlé des formations faites sur les do and don't, etc. Mais est-ce que ça va au-delà de ça sur comment essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de potentiel bad buzz qui puisse être créé Ouais. sur ces médias On sociaux? fait très attention parce que la tentation est grande au moment des grands congrès médicaux ou même de certaines opérations medical education qui normalement ne sont pas des événements dont on fait la promotion en externe pour qu'il n'y ait pas de dérapage. En fait, c'est vraiment, là, on a quand même vraiment bien expliqué ce qu'on peut faire et ne pas faire sur les réseaux sociaux et on ne va pas prendre le moindre risque. Donc, il faut parfois freiner un peu l'enthousiasme des équipes, leur dire non, malheureusement, tu peux pas faire un post comme ça parce que ça nous met en porte-à-faux. Tu peux pas poster dans un congrès médical une photo avec des médecins dans une réunion parce que tu leur as pas fait signer un droit à l'image. Enfin, on va aller sur des thèmes comme ça qui sont très faciles à comprendre. Donc, une fois qu'on s'est trompé une fois, on se trompe pas deux en général. Donc, ils nous écoutent parce qu'ils voient bien que ça marche comme ça et que on peut pas se permettre de se faire pointer du doigt pour des sujets aussi bêtes que ça. Surtout qu'on connaît quand même tous bien les règles. Sur la partie e-réputation, il y a l'engagement fort de Janssen sur la place des femmes, sur la diversité, sur l'inclusion. Est-ce que vous avez déjà eu des attaques, en fait? Parce qu'on voit sur Twitter des gens qui sont opposés à cette prise de position. Est-ce que vous avez déjà vécu des attaques? Alors, on n'a pas eu de haters sur ces sujets-là. Et parfois, même quand je regardais certains posts d'Emmanuel
qui de temps en temps s'énerve, ça le fait encore, hein, sur une tribune, par exemple, où il va y avoir que des hommes dans un événement externe. Comment c'est possible aujourd'hui? Elle réagit très à chaud et je me dis parfois un jour, elle prend des risques, mais en fait, non. En fait, c'est quand même des sujets qui aujourd'hui sont sur la place publique. On ne peut plus trop se permettre de ne pas être dans une certaine forme d'équilibre, femmes-hommes. Donc, à partir du moment où elle a aujourd'hui ce positionnement très ouvert sur l'égalité femmes-hommes, elle a cette légitimité-là, elle peut imposer ses vues et elle peut faire ce genre de poste. Donc, et sur les pages de Janssen, non, on n'a pas été kikiné avec ça. Non. Je posais la question, c'est pas anecdotique, entre guillemets, c'est parce que j'ai vu justement des réponses ou des commentaires à certains tweets. Bon, c'était pas sur Janssen, c'était sur des tweets d'autres entreprises pharmaceutiques. C'était plus lié à la diversité ethnique, entre guillemets. Ouais. Le commentaire, c'est en France, on est blanc. Et c'était la réaction par rapport à la photo, en fait. C'est vrai que quand on va s'attacher aux autres diversités, oui. En fait, le sujet derrière, c'est quelle légitimité on a pour s'exprimer. Nous, on s'exprimait sur les femmes, on est 60% de femmes dans l'entreprise, 60% de femmes au COMEX, et on est présidé par une femme. Il n'y avait pas grand-chose à nous reprocher par rapport au fait de prendre la parole sur le sujet. C'est vrai que sur d'autres types de diversité, c'est un sujet qu'on a aujourd'hui, sur lequel on réfléchit beaucoup en interne aujourd'hui. Hein, on n'a pas une énorme représentation, effectivement, d'autres diversités. C'est quelque chose à laquelle on s'attaque aujourd'hui. On va commencer par regarder la façon dont on recrute différemment. On va aller chercher des profils plus divers. On a toujours un petit peu une tendance au clonage dans la pharma, à aller chercher des profils pharmaciens ou médecins plus MBA, SEC ou ESCP. Hein. Bon, tous un peu les mêmes profils comme ça, mais peut-être se dire c'est l'opportunité aujourd'hui, alors que s'ouvre un monde un peu plus digital où des nouveaux métiers intègrent nos entreprises, d'aller chercher des profils un peu moins convenus, avec des parcours un peu plus atypiques, des gens qui sont passés par des plus petites structures, des biotech, qui viennent de boîtes digitales et qui veulent rejoindre un plus grand groupe comme le nôtre. Donc, oui, c'est un sujet que l'on a aujourd'hui. Et, nous, on va l'appréhender plutôt en diversité inclusion par un axe que l'on développe beaucoup sur les jeunes et l'accès à l'emploi des jeunes. On a déjà travaillé un peu l'axe à travers les jeunes femmes qui s'engagent dans les STEM, dans justement Science, Technology, Engineering and Math, dans des filières un peu moins féminisées aujourd'hui, avec des profils d'ingénieurs. Les ingénieurs, c'est 29% de femmes diplômées aujourd'hui, donc on peut mieux faire. Parce que le sujet, c'est demain, oui, on est 60%, etc., mais avec tous les nouveaux métiers, justement, beaucoup plus digitaux, où on recrute beaucoup moins de femmes, c'est des chiffres qui peuvent tomber demain. Donc, en fait, c'est des sujets sur lesquels il ne faut jamais rien lâcher si on veut garder notre crédibilité, notre légitimité pour continuer à les porter. Le digital n'est pas réservé aux hommes, attention. Hein. Non, il n'est pas réservé, mais quand vous regardez si tu regardes dans les écoles, enfin, le profil de gens qui bougent du code, comme dirait l'autre, dans la piscine, là-bas, il n'y a pas beaucoup de nanas, donc sans aller recruter dans ce genre d'endroit uniquement, mais quand même, ce n'est pas des métiers qui font encore énormément envie aux femmes. Donc, je pense qu'il faut travailler il faut que ces filières travaillent ça aussi. On essaye de les aider avec un certain nombre de programmes que l'on a, mais voilà, c'est un effort assez collectif qu'il faudrait fournir, je pense, pour que demain, on ne soit pas rattrapé par la patrouille, quoi. Il y a un commentaire, pas une question, mais un commentaire de Peggy Boncompin qui nous indique dans le chat que et nous sommes de plus en plus challengés sur les KPI. Alors, c'est un sujet, les indicateurs, les KPI qu'on a évoqués avant le début de la visio. Et une approche intéressante, c'est que finalement, en fait, le baromètre annuel Janssen Social, entre guillemets, c'est une fois par an. C'est pas, le comité de direction n'a pas besoin de KPI permanent non plus. Moi, il ne me les demande pas. Effectivement, on a un grand dashboard qui récapitule nos progrès sur l'année, qui vient de sortir là en janvier pour 2021.
que je leur pousse. J'ai même pas une session dédiée au comité de direction. Je leur pousse, je suis à leur disposition pour répondre aux questions. Mais je pense que malgré tout, la crédibilité de ce qu'on fait est là. Sinon, je n'aurais pas la moitié du COMEX qui veut cranter sur LinkedIn. Hein. Je pense que c'est ça mon meilleur KPI, c'est celui-là aujourd'hui. C'est pas de dire on fait 1,7 d'engagement sur Twitter, c'est d'avoir 6 de mes pairs qui me disent aide-nous à faire mieux, quoi. Et ça, ils l'ont compris naturellement, quand le KPI ne fait Bah, pas. je pense que des outils comme celui que vous proposez aujourd'hui, des analyses comme ça, où on voit qui fait quoi, qui est où, comment on se positionne les uns par rapport aux autres, de voir que malgré tout, on ne s'en sort pas trop mal. Là aussi, ça crédibilise quand même beaucoup la démarche. En plus, cette démarche, elle n'est pas hors sol. C'est-à-dire que ce que je fais sur Twitter et LinkedIn avec mon équipe, c'est cohérent avec ce que je fais aussi en médias traditionnels. C'est-à-dire que la parité, l'égalité femmes-hommes, on en a parlé aussi dans le Figaro, on en a parlé aussi dans les Échos, on en a parlé, voilà. Donc, c'est complémentaire. Tous nos canaux sont complémentaires et la vision, la stratégie de com, elle est une. Et derrière, on la décline, en fait. Et c'est pour ça que ça ne marche pas trop mal. Bah, merci beaucoup, Valérie. Du coup, bah, on va conclure, hein, Laurent, parce qu'on arrive du coup à la fin de la session. Merci beaucoup, Valérie. Merci à tous les participants. Merci à vous. Vous recevrez donc, alors pas cette présentation, mais une présentation plus détaillée, encore plus détaillée de tout ce baromètre. Et puis, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour diffuser. Et si des fois, bah, certains laboratoires veulent une présentation détaillée de leur propre compte, plus en détail, on est à votre disposition, Laurent et moi. Vous pouvez nous contacter.